Bonjour et bienvenue au CHUM. Aujourd'hui, au cours de cette présentation, nous parlerons de la signature de votre contrat d'embauche, de la rémunération et de son fonctionnement, ainsi que des avantages sociaux. Le contrat d'embauche. Le contrat de travail est en le fond votre engagement à venir travailler pour nous et nous à rémunérer vos services au moyen d'une paye à chaque 2 semaines. Le contrat d'embauche se détaille tel que vous le voyez actuellement à l'écran. Premièrement, dans le coin supérieur droit, vous allez retrouver le nom de votre agent d'embauche. Immédiatement en dessous, vous trouverez votre numéro de matricule, qui se trouve être le numéro d'identification lorsque vous communiquez avec les ressources humaines ou encore le secteur de la paie. Il est donc important de le mémoriser rapidement. Même chose pour votre code P. Le code P va servir à vous identifier pour les outils informatiques, pour certains logiciels au CHUM ou encore pour avoir accès à l'impression nuage si toutefois vous oubliez votre carte d'employé, exemple, ou autre truc du genre. Il est donc, encore là, important de le mémoriser rapidement. Immédiatement en dessous, vous retrouvez la date d'emploi. Il est important de la corriger si la date que vous voyez sur votre contrat d'embauche ne correspond pas à celle de votre première journée travaillée. Prenons quelques instants pour valider en fait les points 1 et 2 du contrat d'embauche qui se trouvent à être vos informations sociologiques. Donc, si vous trouvez une erreur, nous vous invitons à barrer l'erreur et à la corriger de façon manuscrite sur le côté. Assurez-vous aussi que nous ayons une adresse courriel valide puisque plusieurs communications se feront par courriel. Au point 3, nous retrouvons dans le fond les informations liées au poste. Le titre d'emploi, le code d'emploi qui est lié dans le fond, c'est le numéro d'identification de votre titre d'emploi pour le ministère, le département, le numéro de poste, ainsi que les heures par quinzaine que vous faites au poste. Il est important de savoir que ce n'est pas tout le monde qui est embauché au CHUM avec un poste, qu'il soit temps complet ou temps partiel. Souvent, on va entrer sur la liste de rappel dont je vais vous parler dans quelques instants. Au point 4, on retrouve les informations syndicales, c'est-à-dire le nombre de jours de probation que vous avez. La probation, c'est une période d'évaluation, autant pour vous que pour votre gestionnaire. Donc, il est important d'avoir des échanges réguliers entre vous deux pendant cette période-là. Au niveau du numéro, en fait, vous voyez aussi votre taux, le pourcentage de cotisation syndicale que vous avez à payer à chaque période de paye. Au point 5, nous retrouvons l'information pour le remplacement que vous avez lors de votre embauche. Donc, si nous vous embauchons pour remplacer, exemple, sur la liste de rappel, vous allez retrouver les informations à cette section. Même principe que pour le poste, vous y retrouvez le titre d'emploi, le code du titre d'emploi, le département, le numéro de poste, ainsi que les heures par quinzaine du remplacement. Au point 6, il est important, si vous avez un numéro de licence, je pense au numéro de permis de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec ou encore tout autre numéro de licence que vous avez, de l'inscrire à cet endroit. Ça nous permettra de mettre votre dossier à jour. Au point 7, vous allez retrouver, pardon, je vais un petit peu trop vite, au point 7, vous allez retrouver dans le fond les informations salariales. En premier lieu, les heures par jour du titre d'emploi que vous occupez. Ensuite, les heures par semaine du titre d'emploi que vous occupez. L'échelon 1, enfin, il est important de savoir que tout le monde est ici à l'échelon 1 ce matin parce que nous n'avons pas évalué votre dossier pour le moment. Cette évaluation-là se fait après votre arrivée au CHUM. Donc, c'est la raison pour laquelle tous les contrats sont faits à l'échelon 1 et ils ne seront pas refaits par la suite pour attester du bon échelon. Vous recevrez par contre un courriel de confirmation sur le salaire que nous avons déterminé pour vous lorsque l'évaluation sera complétée. Ensuite de ça, vous voyez les échelons maximum du titre d'emploi, c'est-à-dire que s'il y a plus d'un échelon, vous verrez le nombre maximal d'échelons qu'il y a à ce titre d'emploi. Le salaire par semaine va s'y retrouver juste à côté. Si toutefois vous désirez avoir votre taux horaire, vous divisez le salaire par semaine par les heures par semaine du titre d'emploi et vous obtiendrez ainsi votre salaire par semaine. Les augmentations. Au niveau des augmentations, il en existe deux types. Il y a les augmentations générales qui sont prévues par les conventions collectives qui arrivent habituellement le 1er avril de chaque année.
Actuellement, nous n'avons pas d'informations puisque les conventions collectives sont en période de négociation. Donc, il est difficile de savoir. Ce qui est important de se souvenir au sujet des augmentations générales, c'est que l'échelon ne change pas. Par contre, le taux horaire, oui, lui, va changer. Mais souvenez-vous que votre échelon restera le même avec une augmentation générale. Par contre, une augmentation statutaire va en fait au niveau de votre échelon. Donc, c'est selon votre expérience de travail. Et il faut se souvenir qu'un employé à temps complet, au bout d'une année calendrier, va avoir un échelon additionnel. Par contre, un employé à temps partiel devra travailler 225 jours complets de travail avant de pouvoir espérer avoir son augmentation statutaire. Ce qui veut donc dire que quelqu'un qui travaille 2 jours semaine ne peut pas compter après 1 an de travail chez nous à avoir une augmentation statutaire puisqu'il n'aura pas fait les 225 jours nécessaires. Du côté des impôts, vous voyez sur votre contrat d'embauche les exemptions de base. Il est important de savoir qu'il peut y avoir des exemptions additionnelles qui vous sont accordées. C'est aussi important de savoir que si vous avez plusieurs sources de revenus, donc 2 employeurs, vous devez compléter le TP 1015.3 pour le gouvernement provincial et le TD1 pour le gouvernement fédéral. Ces 2 formulaires vont permettre, dans le fond, de vous prélever de l'impôt sur chaque dollar gagné en barrant l'exemption de base et en remettant ces formulaires-là à l'employeur de votre choix. Encore une fois, c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que si votre employeur A et B vous donnent les déductions de base, vous n'aurez pas payé assez d'impôts à la fin de l'année. Avant d'aller plus loin, je vous parle du statut qui est sur le contrat d'embauche au point 8. Donc, il existe 4 types de statuts au CHUM. Il y a les employés qui sont temps complet, statut 1. Donc, c'est des employés qui sont détenteurs d'un poste à temps complet. Il existe les statuts 2 qui sont des employés temps complet temporaires. Dans leur cas, en fait, dans le cas des 2 statuts que je viens de vous parler, ces employés-là ont, dans le fond, 1,67 jours d'accumulation de vacances annuellement. Ensuite de ça, ils ont l'équivalent de 13 jours de fériés par année et 9,6 jours de maladie. Les calendriers pour les vacances vont du 1er mai au 30 avril. Ensuite de ça, pour les fériés, vont du 1er juillet au 30 juin. Et pour ce qui est des maladies, ils vont du 1er décembre au 30 novembre. Du côté des statuts 3 et 4, donc le statut 3 est un employé de temps partiel détenteur de poste, dont les heures varient entre, je crois, une journée, mais certainement 2, à aller jusqu'à 9 jours par quinzaine. Les employés statut 3, comme je vous le disais, sont vraiment détenteurs de poste, la chaise leur appartient, alors que les statuts 4, temps partiel temporaire ou employés liste de rappel, sont 2 statuts, comme je le répète, à temps partiel. Ils ont à ce moment-là des bénéfices marginaux au niveau des journées de fériés et de maladie. Et au niveau des vacances, c'est un pourcentage qui s'accumule pour l'année d'après. Donc, autant au niveau de l'argent que du montant d'heures, pardon. C'est ce que vous voyez dans le fond sur les accumulations qu'on vous présentera un peu plus tard sur le talon de paye. Donc, tel que mentionné, les congés, vacances et fériés. Ce qui est important de se souvenir, c'est que tout le monde a droit à 20 jours de vacances annuellement, que les employés temps complet en fait bénéficient de 13 fériés annuellement et de 9,6 jours de maladie, alors qu'un employé temps partiel, ben oui, a droit à 20 jours de vacances, mais ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement 20 jours de rémunérés. Et au niveau des bénéfices marginaux fériés, on parle de 5,30 pour la FIC et de 5,70 pour la CSN et l'APTS. Et au niveau des bénéfices marginaux maladie, on parle de 4 pour la FIC et de 4,30 pour la CSN et l'APTS. Il peut y avoir aussi une majoration de 2 pour les bénéfices marginaux maladie. Donc, on peut les retrouver à 6 ou à 6,21 pour les 3 premiers mois de travail au CHUM parce que vous n'êtes pas nécessairement couvert par l'assurance emploi. Donc, c'est des choses qui sont à
considérer. Si jamais vous voyez les pourcentages plus élevés que les premiers que j'ai mentionnés, ben voilà, c'est parce que vous n'êtes pas éligible à l'assurance emploi les premiers mois. Au niveau du régime de retraite, il s'agit d'une cotisation qui est obligatoire, donc vous n'avez pas le choix, et c'est un pourcentage de votre salaire régulier qui est cotisable au fonds de pension. Ça reste quand même un montant intéressant dans le sens où, en fait, vous mettez de l'argent de côté pour votre retraite. Au niveau des attestations d'expérience, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'échelon au niveau de votre titre d'emploi. Si votre titre d'emploi a plusieurs échelons, vous devez, pour nous permettre d'évaluer votre salaire, nous fournir des attestations d'expérience. Ces attestations doivent comporter une date de début et date de fin. Il nous faut au moins le mois et l'année afin d'être capable de déterminer une période d'emploi exacte. Ça nous prend aussi le titre d'emploi occupé et ça nous prend le statut d'emploi, soit temps complet ou temps partiel. Et si vous étiez temps partiel, ça nous prend absolument le nombre d'heures que vous avez travaillé ou le nombre de jours que vous avez travaillé ou encore une moyenne par semaine. C'est vraiment, tant qu'on a des heures et qu'on est capable de faire un calcul avec ça, on va être très content. C'est important aussi que le statut soit détaillé par titre d'emploi, puisque tous les titres d'emploi ne sont pas nécessairement comparables. Les relevés de paye et les relevés d'emploi ne sont pas des documents qui sont jugés conformes. Pourquoi? Parce qu'un relevé de paye peut changer à toutes les 2 semaines. Un relevé d'emploi ne parle, oui, on a votre date d'embauche dessus, mais on n'a pas, pardon, au niveau des salaires et des heures assurables, ça ne concerne seulement que la dernière année et les derniers 6 mois. Donc, ce n'est pas suffisant pour nous permettre d'évaluer correctement votre salaire. Si nous recevons ces documents dans les 60 premiers jours calendriers suivant votre embauche, nous pourrons rétroagir à votre date d'embauche. Toutefois, si nous les recevons plus tard, à ce moment-là, c'est rétroactif. En fait, c'est applicable à la date de réception. Je vais maintenant faire la distinction entre 3 termes régulièrement utilisés. Donc, il y a les années de service. Les années de service servent spécifiquement à calculer le nombre de jours de vacances que vous avez droit. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, à compter de la 17e année, on a droit à une journée de vacances supplémentaire, donc on tombe à 21 jours, et ainsi de suite à chaque 2 ans, jusqu'à l'obtention de 25 jours de vacances au bout de 25 ans. Les années de service se calculent à compter de votre date d'embauche. Comme je le disais tout à l'heure, c'est en journée calendrier. Donc, si vous êtes embauché le 1er avril 2020, le 1er avril 2021, vous aurez atteint une année de service au CHUM, et ça, même si vous ne travaillez qu'une journée par semaine. Les années de service peuvent aussi servir de critères d'obtention pour certains types de congés. Au niveau de l'expérience, l'expérience est propre à vous. Elle s'accumule en fonction des heures que vous avez travaillées et lors de certains congés. Elle sert à déterminer votre avancement dans l'échelle de salaire. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, quelqu'un qui est à temps complet au bout d'une année calendrier, donc exactement date pour date, va avoir une augmentation de salaire. Par contre, un employé qui est temps partiel doit réellement travailler, tel que mentionné précédemment, 225 jours complets de travail afin de pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. L'expérience, telle que je vous l'ai dit, elle est propre à vous, elle vous appartient et elle vous suit tout au long de votre carrière. Contrairement à l'expérience, l'ancienneté est propre à chaque employeur. Elle débute au moment de votre embauche et cesse de s'accumuler si jamais vous quittez votre employeur. C'est important de se souvenir qu'en quittant l'employeur, cette ancienneté-là prend le bord de la poubelle, donc elle disparaît. Et si vous revenez travailler pour nous par la suite, elle repartira, mais à zéro. Elle se cumule en fonction des heures que vous travaillez et lors de certains congés. Et elle sert à déterminer, dans le fond, le rang pour le choix de vacances et l'obtention d'un poste. La carte d'identité. Il est important d'avoir votre carte d'identité en tout temps. Ça permet, dans le fond, à vos collègues de bien vous identifier. Ça vous donne accès à certaines sections de l'hôpital. Et
tel que mentionné, là, en fait, vous devez aller chercher, pardon, votre carte d'identité au bureau des accès qui se trouve au pavillon C. Dans les documents que vous devrez nous retourner, vous trouvez le questionnaire d'identification qui est en fond le questionnaire d'accès à l'égalité d'emploi. Ce questionnaire-là, dans le fond, vous devez vous identifier dans la section prévue à cet effet. Nom, prénom, numéro d'employé est égal au numéro de matricule que vous retrouvez sous le nom de la personne, de votre agent d'embauche, pardon, sur votre contrat, donc dans le coin supérieur droit. Vous devez bien identifier si l'un des critères suivants s'applique à vous. Vous pourriez aussi cocher au bas du formulaire « Je refuse de répondre à ce questionnaire ». Vous signez, vous datez. Ce sera, dans le fond, le deuxième document que nous vous demanderons de nous retourner, le premier étant le contrat signé et daté. Ensuite de ça, il y a le formulaire de dépôt salaire. Donc, encore une fois, bien important, identifiez-vous, nom, prénom, numéro de matricule. Le dépôt salaire est obligatoire pour tous. Donc, vous pouvez aller chercher votre relevé de paye, votre talon de paye disponible en tout temps dans le portail RH de l'intranet du CHUM. Ce portail est accessible à distance, donc vous y avez accès de la maison. Il est, en fait, sur ce formulaire-là, il est aussi question de la prime d'assurance collective dont nous parlerons un peu plus tard. En fait, le formulaire, ce qu'il fait simplement, ce qu'il veut vous faire prendre conscience, en fait, c'est que si toutefois vous devez vous absenter pour une période plutôt prolongée et que vous avez les assurances collectives du CHUM, nous vous demanderons l'autorisation de prélever le montant de la prime d'assurance dans le même compte duquel nous déposons votre paye. Donc, en fait, encore là, je le répète, ce n'est pas une autorisation de prélèvement, c'est littéralement simplement vous faire prendre conscience que si vous vous absentez sur une période de plus ou moins long terme sans avoir de rémunération de notre part, nous vous demanderons l'autorisation d'aller prélever dans ce compte-là le montant de la prime d'assurance collective. Donc, vous signez le formulaire, vous le datez, et à ce formulaire, vous joignez votre spécimen de chèque. Ce sera le troisième document que vous devrez retourner à mes collègues qui vous auront envoyé le contrat par courriel. Nous vous avons aussi fourni des imprimes écran pour les relevés de présence et les talons de paye. Donc, rapidement, vous voyez ici le relevé de présence, de quoi il a l'air. Sur la gauche, vous pouvez voir le menu du portail RH. Donc, vous avez accès à l'affichage de poste, le dossier employé. C'est dans Dossier employé que vous pouvez aller modifier vos informations personnelles si jamais elles venaient qu'à changer. Exemple, changement de numéro de téléphone, changement d'adresse et ainsi de suite. Vous avez accès à votre horaire de travail si jamais votre département fonctionne avec un horaire. Le relevé de présence. Vous avez accès, bien sûr, au profil formation, au relevé de paye. C'est important de savoir qu'on a 7 ans de relevé de paye sur le portail RH. Donc, pas obligé de les imprimer à chaque 2 semaines. Vous y avez quand même assez rapidement accès. Le talon de paie ressemble à ceci. 3 colonnes dans la portion supérieure, c'est-à-dire rémunération, déduction et accumulation. Dans la colonne rémunération, vous allez voir le détail des heures qui vous sont rémunérées et ceci par titre d'emploi. Donc, si vous occupez plus d'un titre d'emploi dans une période de paye, ces heures-là seront vraiment bien identifiées. Ainsi, pour chacun des titres d'emploi, vous verrez aussi les primes qui y sont associées, les bénéfices marginaux s'il y a lieu et ainsi de suite. Dans la colonne déduction, il y a, dans le fond, les 5 déductions obligatoires. On parle du RRQ, des 2 paliers d'impôts, provincial et fédéral, de l'assurance emploi et du RQAP. Donc, ceci, c'est les 5 déductions qui sont obligatoires que tout employeur doit prélever. Ensuite de ça, il y a le REGOP. Le REGOP, dans le fond, c'est votre fonds de pension que vous retrouvez, dans le fond, sur votre contrat d'embauche. Le REGOP, le pourcentage change de façon annuelle à chaque 1er janvier. Et vous voyez aussi le pourcentage au niveau, le montant d'argent dans la colonne déduction. Vous voyez le montant d'argent qui vous est prélevé
pour votre syndicat. Donc, dans le cas ici présent, on voit le syndicat de la FIC. Et vous voyez aussi le détail des primes d'assurance collective détaillées vraiment. À ce moment-là, vous voyez aussi le montant de TVQ qui est le montant de taxes finalement applicable pour les assurances collectives. Au niveau de la colonne accumulation, c'est vraiment le total des sommes qui vous sont versées dans l'année. Donc, entre le 1er janvier et le 31 décembre, c'est vraiment toutes les accumulations monétaires que vous avez eues, les déductions qui vous ont été données, vous avez le salaire net tout au bas. Dans la case autres renseignements, c'est une case qui est un peu fourre-tout. C'est la case, dans le fond, l'information importante qui y figure. C'est la portion que votre employeur paye pour vous pour les assurances collectives. Parmi les autres informations qui s'y retrouvent, on y trouve, dans le fond, la date d'augmentation statutaire, votre nouveau salaire. On vous souhaite joyeux Noël, bon anniversaire, et ainsi de suite. Donc, tout plein de messages très intéressants. Vous voyez dans la colonne du milieu l'accumulation des banques en date de la fermeture de la période de paye. Donc, ancienneté de comparaison, je vous parlais tout à l'heure de l'ancienneté qui faisait en sorte que vous pouviez déterminer votre rang pour l'obtention d'un poste ou encore pour le choix de vacances. C'est dans l'ancienneté de comparaison que vous retrouverez l'information. Au niveau des vacances quantum, c'est le total des heures de vacances que vous avez droit de prendre dans l'année. Vous retrouvez en dessous le vacances TP, un montant d'heures. Donc ici, on voit 49 heures. Et vacances TP, montant d'argent, on voit ici 1154 et quelques sous pour les 49 heures rémunérées. La différence entre les 49 heures et les 72 heures 50, pardon, il s'agit en fait des heures de vacances qui sont non rémunérées, mais que vous êtes quand même en droit de prendre. Donc, ce n'est pas une obligation, mais vous avez la possibilité de les prendre si vous les voulez. Tout en dessous, vous voyez dans le fond les vacances temps partiel pour l'année suivante. Donc, même principe, montant d'heures, montant d'argent. On voit ici dans l'exemple que la personne a accumulé 82,46 heures de vacances au 6 février 2016. Je rappelle que les périodes de vacances se terminent le 30 avril, donc elle a encore un petit peu de temps pour accumuler des vacances. Et pour ces 82 heures-là, elle a environ un petit peu plus que 2 000 $ d'accumulé. Le calendrier ici présent, en fait, les cercles rouges représentent les fins de période de paye et les carrés bleus, les moments où les payes sont versées. On s'entendra qu'une paye qui se termine le 14 mars ne peut pas être versée le 12 mars. Donc, il faut calculer environ 1 semaine et demie entre le moment où la paye se termine et le moment où on est en mesure de la déposer dans votre compte. La semaine et demie s'explique par le fait que le service de la paye doit traiter les payes de plus ou moins 13 000 employés environ et elle a besoin d'environ 2 jours et demi de validation. On est donc rendu au mardi midi et à ce moment-là, elle doit transmettre l'information à l'institution financière qui, elle, pourra faire ensuite de ça l'envoi dans vos différents comptes de banque. C'est ce qui explique la journée et demie restante. Donc, dans l'exemple où la paye se termine le 14 mars, elle sera rémunérée le 26 mars 2020. Pardon. Sur votre contrat d'embauche, vous voyez tout au bas, dans le fond, les informations pour les casiers. Vous pouvez les retrouver ici aussi. En fait, il y a 2 employés par casier. Vous pourriez choisir votre collègue si toutefois vous en avez un. C'est important de le savoir au moment où vous vous inscrivez. Donc, tel que vous le voyez actuellement. Vous avez le contact, dans le fond, pour avoir accès à un casier. Il n'y a pas des casiers pour tout le monde, mais je pense qu'il y en a suffisamment là pour que vous puissiez en avoir un au besoin. Simplement communiquer soit par téléphone ou encore par courriel aux adresses que vous voyez à l'écran. Je vous donne quelques instants. Les uniformes, certaines catégories d'emploi ont des uniformes de fournis. Mes collègues de la gestion des remplacements vont sûrement vous donner l'information à ce sujet.
En fait, pour utiliser le carrousel de distributeur d'uniformes, vous aurez besoin de votre carte d'identité. Les types d'emploi les plus souvent qui ont des uniformes sont les services alimentaires, l'hygiène salubrité. Si vous avez besoin de plus d'informations au sujet des uniformes, vous pourriez communiquer avec la direction de l'approvisionnement et de la logistique au poste 20610. Les assurances collectives. Les assurances collectives sont une obligation légale. Si vous avez un conjoint et des enfants, vous devez aussi les assurer s'ils ne sont pas titulaires d'une assurance privée. C'est important de se souvenir que c'est un contrat, donc il faut bien lire le guide de référence à ce sujet. Il existe 3 situations possibles. Vous êtes soit couvert par la RAMQ. Dans ce cas-là, vous devrez appeler la RAMQ pour mettre fin à votre couverture avec eux. Vous êtes déjà détenteur d'une assurance médicaments. Dans ce cas-ci, vous devrez comparer. Est-ce que l'assurance que je possède actuellement est meilleure que celle que le CHUM m'offre ou est-ce que celle que le CHUM m'offre est meilleure que mon assurance actuelle? Bref, c'est à vous d'en faire la comparaison. Et si vous jugez que votre assurance actuelle est préférable, à ce moment-là, vous allez devoir compléter le formulaire d'adhésion en cochant exemption et en nous fournissant une preuve de votre assurance. La troisième situation, c'est si vous avez démissionné d'un emploi dans le réseau de la santé depuis moins de 30 jours, dans le fond, vous n'avez pas de bris de contrat, votre service d'assurance, votre protection d'assurance va continuer et vous la payerez dès votre première paye. Il est important de savoir que toutes les informations se retrouvent dans votre guide de référence et vous avez aussi fourni ce qu'on appelle un pas à pas qui vous donne vraiment tous les détails de comment compléter les documents et comment bien prendre les informations sur les assurances collectives. Rapidement, j'aimerais vous présenter le tableau pour les employés de la CSN. Les employés de la CSN sont couverts par la SSQ Groupe Financier. Vous voyez dans le fond, dans le coin inférieur gauche, vous voyez dans le fond le détail des plans, santé 1, 2 et 3, ainsi qu'un résumé des protections qu'ils contiennent. Ensuite de ça, vous voyez dans le fond, le tableau a l'air un peu intimidant, mais il ne l'est pas tant que ça. Les 3 premières colonnes représentent un régime de protection individuelle. Donc, la colonne A pour le santé 1, la colonne B pour le santé 2 et la colonne C pour le santé 3. Le montant des primes, dans le fond, reste toujours le même au final. Ce qui change, c'est le montant de la part employée. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée du montant d'argent qui sera prélevé sur votre paye. En aucun cas, nous désirons ici vous donner une garantie de ce qui sera prélevé, puisque certains montants sont des pourcentages. Je pense à si vous prenez de l'assurance vie optionnelle additionnelle, à ce moment-là, c'est un pourcentage de votre salaire assurable qui doit être calculé. Donc, ça peut varier un petit peu au niveau des primes que vous cotiserez. Ensuite de ça, les colonnes D à I sont, dans le fond, pour les groupes monoparentales. Monoparental veut dire mère et enfant, pas nécessairement mère séparée et enfant. Donc, vous pourriez choisir un régime supérieur pour vous et donner un régime inférieur pour vos enfants pour une raison qui vous appartient. Donc, dans un cas comme ça, vous regardez la première ligne s'appelle, dans le fond, si on parle de votre régime à vous, la ligne inférieure parle, dans le fond, pour les enfants à charge, le type de régime que vous choisissez. Donc, vous pourriez dire, moi, je veux prendre un santé 3 pour moi et un santé 1 pour mes enfants. Donc, à ce moment-là, vous choisiriez les taux de la colonne G. Le même raisonnement s'applique aux primes familiales. Donc, dans les colonnes J, A, O, nous retrouvons, dans le fond, les différents montants de primes. Même principe encore, comme je le disais, que pour les monoparentales, vous pouvez choisir un régime supérieur pour vous et inférieur pour votre conjoint, ou encore le même régime. Donc, si vous choisissez de prendre le santé 2 et que vous choisissez pour vos conjoints et enfants à charge, en fait, votre conjoint et vos enfants à charge, le régime santé 2 aussi, vous regarderez dans ce cas-ci la colonne L.
Il est important de savoir que les soins dentaires sont un montant additionnel que vous devez ajouter à la prime de base actuellement, que vous voyez actuellement plutôt au tableau. Pour les gens de la PTS, votre tableau est légèrement plus simplifié. Ce que j'ai oublié de dire au niveau des gens de la CSN, c'est que votre assurance médicaments entre en vigueur après 1 mois et le restant des options entre en vigueur après 3 mois. Donc, pour la PTS, vous êtes aussi couvert par la SSQ Groupe Financier. Vous avez le régime de base. Vous avez, dans le fond, un peu le même principe, mais en plus simplifié, c'est-à-dire que vous avez la description tout au bas du tableau. Le montant à payer par période de paye se trouve plus ou moins dans le milieu. Vous avez aussi l'information à savoir est-ce que le régime est obligatoire ou facultatif. Donc, on voit que la base est obligatoire pour tout le monde si vous n'êtes pas détenteur d'une assurance déjà. Et vous avez, dans le fond, le droit d'exemption. Donc, tel que mentionné, si vous êtes déjà détenteur d'une assurance, vous pourriez nous dire, ben moi, je veux conserver l'assurance actuelle que j'ai. Donc, vous complétez encore là le formulaire d'adhésion en cochant exemption et en nous fournissant la preuve comme quoi vous avez déjà une assurance. Les régimes intermédiaires et supérieurs, c'est important de savoir que c'est une durée minimale de 24 mois au niveau de la participation. C'est-à-dire qu'une fois que vous y adhérez, c'est valide pour 24 mois. Vous ne pourrez pas diminuer de régime avant ce terme-là. Donc, vous pouvez augmenter en tout temps, mais vous ne pourrez pas revenir à un régime inférieur avant 24 mois, je le répète. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure pour les gens de la CSN, je recule d'une diapositive. Pour la CSN, en fait, on parle de 36 mois au niveau des régimes. Donc, c'est toujours mieux de commencer avec le régime de base. Pardon. C'est toujours mieux de commencer avec le régime de base et d'augmenter lorsque vous êtes certain des besoins que vous avez que de prendre un régime supérieur et de ne pas pouvoir diminuer avant 36 mois, donc l'équivalent de 3 ans. Donc, pour terminer avec les gens de la PTS, donc, tel que mentionné, les régimes complémentaires 1 et 3 sont aussi disponibles. Donc, on parle des assurances vie et des frais dentaires. Toujours bien vous souvenir que si vous prenez, exemple, le régime supérieur, vous devez prendre le taux de la base et additionner, dans le fond, le montant associé au régime supérieur. Disons qu'on prend un couple et qu'on prend un régime supérieur avec le régime complémentaire 3, mais on se trouve à additionner le 81,31 $, le 56,40 $ et le 32,49 $ pour avoir une idée de la prime totale que nous paierons par période de paye. Au niveau de la FIC, vous voyez un peu le même genre de tableau que pour la PTS. Par contre, les régimes sont bronze, argent et or. Bronze étant le régime de base, argent et or sont les régimes supérieurs. Encore là, on parle d'une durée minimale de participation de 24 mois, donc toujours idéal. Vous pouvez augmenter en tout temps, mais vous ne pourrez pas diminuer avant 24 mois. Même principe ici, on prend les montants de la base auxquels on doit additionner les régimes additionnels que nous choisissons. Pour les assurances collectives, nous vous avons fourni, dans le fond, le formulaire d'adhésion, le guide comment compléter votre formulaire d'adhésion, le livret explicatif des protections et le tableau détaillé indiquant les délais d'admissibilité, qu'est-ce qui est obligatoire ou facultatif, le coût des assurances et le résumé des protections. Si vous avez des questions, il est important de savoir que nous sommes là pour vous répondre. Vous verrez un petit peu plus loin dans les diapositives, l'adresse courriel du secteur de la rémunération. Donc, vous pouvez nous envoyer tous vos documents, dans le fond, vous allez voir, tel que mis à l'écran actuellement, la personne qui vous a acheminé les documents, c'est-à-dire votre contrat, votre formulaire d'accès à l'égalité en emploi, le formulaire d'adhésion à l'assurance collective, le formulaire de dépôt salaire avec votre spécimen chèque, tous ces documents-là doivent être retournés à la personne qui vous a envoyé votre contrat d'embauche. Par contre, si vous avez des attestations d'expérience à nous fournir, attestations d'expérience qui doivent contenir, je le répète,
une date de début et de fin d'emploi, un titre d'emploi occupé et un statut détaillé par titre d'emploi. Si le statut est en partiel, ça me prend impérativement un nombre d'heures de travail associé à ça. Et vous pouvez faire parvenir les attestations d'expérience par courriel à secteur.rémunération.chum en commercial 4 fois la lettre S comme Suzanne, .gouv.qc.ca. Donc, tel que vous le voyez actuellement à l'écran. C'est vraiment l'adresse courriel du secteur de la rémunération. Et si vous avez une quelconque question sur la présentation qui vient d'avoir lieu, vous pouvez nous écrire et il nous fera plaisir de vous répondre dès que possible. Les coordonnées de la direction des ressources humaines, vous les voyez à l'écran, vous les avez probablement déjà vues aussi dans d'autres communications que vous avez reçues, donc je ne m'attarderai pas là-dessus. Et voilà la fin de la présentation. Donc, je le répète, si vous avez des questions, je vous remets quelques instants l'adresse courriel du secteur de la rémunération que vous trouvez tout au bas de cette diapositive. En vous remerciant et en vous souhaitant une excellente fin de journée. Merci, bienvenue au CHUM encore.